Donc, bonjour tout le monde et merci finalement de venir écouter ce webinaire. C'est vraiment une session puis c'est votre session, donc c'est important que tu demandes des questions, soit sur le chat ou à la fin, on va donner une chance à tout le monde de demander des questions. Mais c'est vraiment une session faite pour vous autres. C'est vraiment une session aussi pour des clients qui ont déjà du Power System pour savoir comment se bouger et préparer pour aller vers le Power 10 et pourquoi se serait intéressé d'aller vers le Power 10. Donc, on va commencer. C'est moi, Tamara Vandersloot, qui va commencer à parler juste un peu de R2I, si tu ne le connais pas encore. Après ça, c'est Luc Luthier qui va parler du Power 10, qui vraiment, de comment se préparer pour aller vers le Power 10. On va finir avec les prochaines étapes, puis après ça, vraiment les questions. Puis j'espère que tu n'es pas gêné de demander des questions. Puis si tu penses à des questions pendant un slide, tu peux le mettre dans le chat. Puis c'est Kim qui est là aussi comme moderator. Elle va regarder, puis elle va arrêter aussi le speaker si vous avez des questions. Donc, comme je l'ai dit, moi, je suis Tamara Vandersloot, VP Innovation chez R2I. Je suis là dès le début. Donc, c'est une compagnie qui est maintenant 8 ans qu'on est là. Puis moi, j'ai plus que 30 ans d'expérience avec Power Systems, puis dans l'industrie, puis beaucoup avec IBM. Puis Luc Luthier qui travaille pour IBM. Puis lui, c'est 30 ans aussi. Puis lui a beaucoup d'expérience sur Power Systems, mais IBM, AIX, Linux, il y a toute la gamme. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas R2I, notre vision, c'est vraiment de simplifier les technologies de l'information. Plus qu'on avance, plus que c'est pas simple. Donc, nous autres, c'est vraiment notre but, c'est de vous aider à simplifier l'IT. Puis le R dans le nom R2I, ça veut dire ressources. On a une grosse équipe technique. Puis c'est vraiment, moi je dis, feet on the ground. Notre but, c'est d'aller chez les clients, de travailler avec les clients pour les aider. Donc, si vous avez des besoins, soit d'un admin ou whatever, des solutions, c'est vraiment notre but. Le R, c'est la première partie de nous autres, c'est nos réserves techniques pour vous aider. Après ça, les deux I, c'est pour l'infrastructure, puis le deuxième, c'est pour impartition. On a un gros cloud aussi, puis dans notre cloud maintenant est 2 sites à Montréal, puis on a 2 sites à Toronto, puis on a l'intention de faire des sites aussi. On a un bon recette maintenant, donc c'est assez simple pour nous autres de reproduire notre cloud dans des autres places. Donc, on a le but éventuellement d'aller out west aussi, qu'on continue avec notre croissance. Donc, on est très, très, très fiers de les ISO, toutes les certifications qu'on a eues. Puis, c'est vraiment une base de R2I. Donc, puis c'est plus facile à mettre ça en base en place quand tu es nouveau. Donc, on a fait ça day one sur une base sur des ISO certifications. Puis, chaque année, carrément, on ajoute un nouveau. Donc, maintenant, je pense qu'on est vraiment un des seuls qui a toutes les certifications pour notre cloud. Ça veut dire qu'on a le ISO, le 27001, le 17 puis le 18. Puis l'année passée, on a eu le SAP Certified. On a 3 partenaires tout au Canada qui est certified pour faire infrastructure and operations pour rouler SAP dans notre cloud. Un peu de R2I encore, juste vraiment, c'est quoi nos piliers, où est-ce qu'on travaille. On a déjà parlé, on fait du infrastructure. On fait le service géré. Donc, on peut soit faire le service géré pour vos systèmes que tu achètes de nous autres. Pour vous autres, on peut tout gérer à distance ou on peut gérer dans notre InfoNoégique. Donc, on a toute l'équipe pour le faire parce qu'on le fait anyways pour notre cloud. Donc, c'est un service que les clients peuvent utiliser aussi à distance s'ils achètent du on-prem. Les autres places qu'on travaille, c'est dans Artificial Intelligence. On est vraiment plus actif, très actif dans AI. On est partenaire avec NVIDIA. On travaille avec des solutions, ça peut être Dell, Lenovo, HP, mais pour les GPU servers, soit c'est du training ou pour l'inference. Puis on fait beaucoup de services aussi pour aider les clients
soit de faire un workshop pour un bon use case de AI, d'aider pour faire le funding dans le domaine de AI aussi. Puis on a un gros, ça fait dès le début de R2, on a travaillé dans ce domaine. Donc maintenant, on a beaucoup de partenaires, un gros écosystème, soit travailler avec du MITAX pour avoir des étudiants ou des PhD. On a vraiment un gros écosystème dans AI. Pour la transformation numérique, nous autres, on travaille beaucoup. SAP, c'est un bon exemple. Si vous n'êtes pas aujourd'hui sur HANA, on va vous aider à faire la transition vers HANA, puis comment la faire. Vraiment, souvent, le côté infrastructure est oublié dans ces domaines-là. Donc, c'est le point de vue de l'infrastructure qu'on peut faire. On est aussi partenaire Red Hat. On peut vous aider avec la transition aussi vers les containers. Puis dans cette direction-là pour faire vraiment la transformation numérique. L'autre point de vue dans ça, c'est on a plusieurs clients qui sont en train de faire une transition, puis c'est nous autres qui prenons leur legacy application chez nous parce qu'on a beaucoup d'expérience, puis là, ils vont aller avancer avec des nouvelles solutions. Donc, puis on peut les aider des deux bords, soit, comme je dis, le legacy chez nous, puis pour les aider à faire l'infrastructure besoin pour faire de nouveaux transitions. Donc, juste très vite, nos partenaires, j'ai déjà parlé, on est Red Hat, puis NVIDIA, puis Lenovo, SAP. On a beaucoup de partenaires qu'on travaille très proche avec. Puis une idée de nos clients depuis nos 8 ans, les Trafières, on a beaucoup plus, mais ça, c'est une liste des clients qu'on travaille avec puis plusieurs années. Donc, soit c'est du stockage, du Power Systems dans notre cloud, puis on a aussi beaucoup d'x86. Donc, maintenant, c'est le temps pour Luc à commencer vraiment la viande de la présentation. Alors, bonjour tout le monde. Laissez-moi, je vais voler la présentation à Tamara. Alors, vous devriez commencer à voir mon écran bleu. Et puis là, la présentation va pouvoir commencer. Alors, c'est beau, Tamara? Tu vois bien oui, on le voit. la charte? Bon, c'est bon. Parfait. C'est bien volé. La technologie marche bien. alors, bonjour, mon nom est Luc Cloutier. Bienvenue à cette session de Roadmap pour le Power 10. Pour ceux qui me connaissent moins, je suis spécialiste technique d'IBM pour tous les serveurs Power au Québec. Depuis maintenant plusieurs années, je vais atteindre 35 ans d'expérience à la fin du mois, en fait, de août. Et bien que la présentation va être donnée en français, les chartes sont en anglais. Alors, comme on vous a déjà dit, n'hésitez pas s'il y a des termes que vous ne comprenez pas. Mais ça devrait être correct. Je vais commencer par vous parler des nouvelles fonctionnalités des serveurs Power 10. On va regarder ensuite au niveau des caractéristiques des différents modèles. Comme ça, vous allez pouvoir vous situer par rapport à vos serveurs actuels, possiblement des Power 9. Après ça, je vais regarder un peu c'est quoi les prérequis logiciels et matériels que vous avez besoin avant de pouvoir acquérir des Power 10. Regarder des chiffres de performance et les comparer avec soit des P8 ou des P9. Encore là, pas dans le but de bien planifier votre migration. Et enfin, je vais regarder avec vous des fonctionnalités dynamiques qu'on a rajoutées au Power Scale-Out, des fonctions qu'on avait en fait sur nos systèmes d'entreprise et qu'on a descendu maintenant jusqu'à nos serveurs, nos petits serveurs. Alors, aujourd'hui, le risque d'incident de sécurité et les failles potentielles, c'est vraiment plus élevé que jamais. Ça affecte de plus en plus d'organisations. Très près de nous, on a juste à penser au Collège Montmorency qui, au printemps dernier, ont été victimes d'une attaque de type ransomware. Ça a paralysé complètement tout leur site web en pleine fin de session pour les étudiants. Et ça pour plusieurs semaines. Puis lorsqu'IDC interroge les organisations sur leurs priorités, naturellement, la sécurité est toujours en tête de liste. 30% déclarent qu'ils ne sont pas satisfaits des fonctions de sécurité de leur serveur. Mais l'intégrité du système, ça comporte beaucoup de facettes. Ça commence par l'engagement continu dans les pratiques de conception puis de développement des systèmes, dans le but d'empêcher les programmes des usagers non autorisés à modifier ou à obtenir le contrôle du système. De fond en comble, les systèmes Power sont conçus pour la sécurité. C'est nous qui contrôlons toutes les composantes.
La sécurité est conçue dans le processeur, dans l'hypervisor, dans les systèmes d'exploitation, les communications, les applications et la cryptographie intégrée afin de protéger toutes vos données. Au niveau des applicatifs, nous avons aussi PowerSC qui donne des fonctionnalités de sécurité qui sont conçues spécifiquement pour aider les utilisateurs à se conformer aux exigences réglementaires, comme les gouvernements, liées à la sécurité. Ça comprend la gestion des identités, des accès, la gestion des logiciels et du matériel de cryptage, la sécurité des communications, même la journalisation et le suivi des événements de sécurité pour pouvoir détecter des intrusions à venir. Cet engagement de sécurité pour Power se reflète ici. On peut voir que Power VM ainsi que les systèmes d'exploitation IBMI et AIX sont beaucoup moins vulnérables aux attaques que tous les autres environnements. Power VM a seulement 8 failles de sécurité qui ont été notées par le National Vulnerability Database. IBMI 111 versus Linux 8000. C'est vraiment, et AIX 448, c'est vraiment des chiffres très bas par rapport aux autres environnements qui se passent. Donc, c'est vraiment des environnements beaucoup plus sécures. Les systèmes PowerDisk protègent les données sensibles en tirant parti des dernières capacités de chiffrement dans le déploiement du cloud hybride. Avec le PowerDisk, on ajoute le cryptage complet de la mémoire à grande échelle automatiquement. Cette nouvelle fonction très bénéfique pour les containers qui deviennent de plus en plus populaires dans le cloud hybride. Le cryptage est complètement transparent et donc toutes les données qui se passent entre la mémoire et les processeurs sont encryptées. Et c'est conçu pour simplifier et prendre en charge la sécurité de bout en bout sans affecter la performance parce que ça tire parti des 4 accélérateurs qui sont greffés à chaque cœur sur les powers, sur les serveurs. Ces accélérateurs-là sont aussi mis à contribution dans des algorithmes de cryptographie qui sont populaires comme AES, SHA-2, SHA-3, qui permettent de s'exécuter beaucoup plus rapidement sur PowerDisk qu'il ne le faisait sur PowerNet. Cette accélération de performance permet aussi d'activer des nouvelles fonctionnalités d'encryption comme les ASP encryptés pour IBMI ou l'encryption des Logical Volumes sous AIX sans avoir une grosse surcharge de travail, de performance. Afin d'être préparés à l'ère quantique, les systèmes PowerDisk sont conçus pour prendre en charge efficacement les techniques de cryptographie quantique à venir, qui s'en viennent, et le cryptage entièrement homomorphe. Dans un avenir pas trop lointain, les pirates vont pouvoir accéder à des ordinateurs quantiques afin de déjouer la sécurité des serveurs. La cryptographie quantique fait référence aux efforts qui visent à identifier ces algorithmes-là et à protéger vos systèmes. Le cryptage homomorphe, lui, ça fait référence aux techniques de cryptage qui permettent au système d'effectuer des calculs sur des données qui sont déjà encryptées. Donc, on n'a pas besoin de les décrypter au préalable. Alors que le monde est sur le point de déployer de l'intelligence artificielle partout, l'attention se tourne de plus en plus sur l'exécution des modèles plutôt que sur le training qui est fait initialement. Il est maintenant préférable d'exécuter le modèle là où se trouvent les données. Pour soutenir ce changement, PowerDisk peut exécuter les modèles plus rapidement que les serveurs précédents en utilisant 4 Matrix Max Accelerator, ou ce qu'on appelle les MMA, qui sont greffés à chaque processeur. Les MMA offrent une alternative aux serveurs externes avec GPU où doivent être transférées des données. Comme les données restent à l'intérieur du serveur, c'est beaucoup plus sécuritaire. Cela réduit les coûts et permet grandement de simplifier l'exécution des modèles. Ça permet à l'IA d'avoir accès aux données fraîches et de bénéficier des qualités de service d'entreprise, la fiabilité, la disponibilité et la sécurité de la plateforme PowerDisk et d'obtenir des gains de performance. Python et les principaux frameworks comme TensorFlow, PyTorch, XGBoost qui viennent du monde x86 ou d'autres plateformes vont s'exécuter sur les PowerDisk sans aucune modification à l'aide des modèles Open Neural Network Exchange. Cela vous permet d'utiliser du matériel commun pour faire votre training et de déployer sur des serveurs d'entreprise.
La défaillance de la mémoire est l'une des principaux facteurs qui affectent la fiabilité des systèmes. Et avec des applications comme SAP HANA, la fiabilité de la mémoire devient encore plus importante. Avec PowerDisk, au lieu d'utiliser des DIMM standards de l'industrie, comme on faisait avec PowerNet, IBM utilise ses propres DIMM de mémoire afin d'augmenter la résilience et la performance. Cette nouvelle architecture fournit des modules de mémoire en extra pour libérer dynamiquement les modules défectueux et est conçue pour offrir une disponibilité 2 fois supérieure aux options standards de l'industrie. La nouvelle interface de communication avec les processeurs, qu'on appelle OMI, permet une bande passante 2 fois plus performante que les serveurs Intel comparables. Enfin, on a rendu disponible sur la plupart de nos modèles scale-out la fonction qui permet de mettre en miroir la mémoire de l'hypervisor. Naturellement, nous avons toujours nos fonctions de redondance et de remplacement à chaud au niveau de nos fans et de nos power supply. Nous pouvons perdre jusqu'à la moitié de nos power supply sur les modèles 4U et nous continuerons à fonctionner. Des fonctions au niveau des processeurs afin de réessayer des instructions en erreur, de les réessayer sur un autre processeur. Et en cas d'erreur permanente, le First Data Capture permet de collecter des informations pertinentes pour le support et le serveur pourra continuer à fonctionner avec un cœur en moins. Pour la mémoire, la technologie ChipKill qui permet de protéger les DIMM de mémoire de la même façon que RAID le fait avec le RAID et le Hotspare. Enfin, nous avons rendu sur nos serveurs scale-out la fonction d'Active Memory Mirroring qui était seulement disponible avant sur nos serveurs d'entreprise. Cette fonction permet d'avoir 2 copies de l'hypervisor en mémoire afin d'éviter des erreurs de lecture. Toutes ces innovations permettent de hisser le système Power sur la première marche du podium en termes de downtime non planifié, et ce pour la 13e année de suite. Dans le sondage qu'ITIC a fait en mars 2021, ITIC a analysé 18 serveurs courants et 12 systèmes d'exploitation à différents niveaux de leur fiabilité. Dans le graphique ci-dessus, le rapport compare les serveurs Intel aux serveurs basés sur Unix et RISC et montre que IBM Power, que ce soit AIX ou Linux, présentait des temps d'arrêt les plus faibles de toute la combinaison de hardware et d'OS qui ont été examinés. Moins de 2 minutes de disponibilité prévue par an. Ça contraste pas mal avec les solutions que proposent Dell, HP et Oracle, et encore plus avec les white box de type serveur qu'on retrouve habituellement dans le bon nombre de fournisseurs cloud. Même si ces temps semblent bas, moins de 2 minutes ou 57 minutes pour les serveurs de white box, le survey estime que chaque minute de downtime peut vous coûter 5 000 $. Donc, il faut faire attention à ça. Aussi, plus que 9 des 10 répondants qui utilisaient les serveurs Power ont enregistré des pourcentages de disponibilité de 4 ou de 5,9. Et seulement 1% des clients d'IBM ont dit que le support était mauvais ou pas satisfaisant. Ça veut dire plus de productivité et moins de stress pour vos applications critiques qui roulent dans votre propre cloud privé. Toute cette belle technologie Power est disponible, que ce soit dans votre propre cloud privé, chez un fournisseur de services géré comme R2I ou dans le cloud public d'IBM. Cela vous procure un environnement de cloud hybride composé de technologies compatibles pour vous permettre d'exécuter des charges de travail d'entreprise, que ce soit SAP, DB2, Oracle, IBM ou OpenShift avec des containers, que ce soit côte à côte sur les systèmes de serveurs sur site ou dans un cloud hors site, là où ça fait le plus de sens pour vous. Et de ne payer seulement que pour les ressources que vous utilisez ou que vous avez de besoin. Alors, voici une belle photo de famille de nos serveurs PowerDisk. Comme vous pouvez le constater, le format est sensiblement le même que nos serveurs précédents, mais avec des bonnes augmentations au niveau du nombre de cœurs. Les serveurs d'entrée de gamme en haut à gauche, qui vont jusqu'à 16 cœurs et 2 TB de mémoire. Nos serveurs scale-out évolutifs en haut à droite qui peuvent maintenant aller jusqu'à 48 cœurs et 8 TB de mémoire.
nos serveurs intermédiaires 1050 jusqu'à 96 cœurs et 16 TB de mémoire. Et finalement, nos serveurs d'entreprise 1080 qui sont disponibles depuis l'an dernier et qui peuvent aller jusqu'à 240 cœurs et 64 TB. Si je commence avec la gamme de scale-out, nous avons à peu près 6 serveurs différents, 2 entrées de gamme de format 2U, 4U, dont un qui est disponible en format Dexide. Ensuite, les serveurs un peu plus performants ou un peu plus gros, les modèles L qui sont principalement pour Linux et OpenShift, ou les modèles S qui peuvent rouler tous nos systèmes d'exploitation disponibles sans aucune restriction. Vous noterez que les modèles H que l'on avait avec les Power 9, qui étaient spécifiques au workload SAP HANA, ont disparu. Mais les fonctions ont été intégrées au modèle L régulier. Ça vous permet maintenant d'utiliser AIX et IBMI sur les modèles L jusqu'à une concurrence maximum de 25 heures. Voici une première charte qui compare entre les serveurs processeurs qui sont des S919 versus ce qu'on voit maintenant sur les 1024. J'ai highlighté les changements principaux en vert. Vous remarquerez que le processeur de 6 cœurs qui était sur les Power 9 avant n'existe plus sur le Power 1014. Vous allez devoir soit choisir un 4 cœurs ou aller vers le 8 cœurs. Mais en fait, le processeur 4 cœurs Power 10 fait plus de CPW que le 6 cœurs Power 9. On voit des changements au niveau des performances, au niveau des cœurs. Naturellement, les gigahertz un petit peu plus haut, le minimum des gigahertz qui est un petit peu plus gros, et la bande passante de la mémoire. Sans oublier qu'on est le premier serveur maintenant à avoir des cartes de fente PCI Gen 5. Donc, on peut avoir sur ces serveurs 4 fentes PCI Gen 5 et une Gen 4. Un bémol qu'il faut qu'on fasse un peu attention, si vous remarquez, c'est qu'on passe quand même de 8 cartes PCI à seulement 5. Sans oublier que maintenant, si on prend des disques NVMe qui sont un petit peu plus gros, avant on avait seulement comme 4 disques NVMe, maintenant on va jusqu'à 16. Chaque groupe de 8 cartes NVMe va prendre une fente de PCI. Donc, on peut se trouver... J'ai une question. Est-ce que le changement de 8 PCI cards vers le 5 maintenant, est-ce que tu as vu, c'est quels clients qui sont plus impactés? Les clients qui s'impactent le plus, c'est ceux qui ont encore je dirais, des vieilles cartes et beaucoup de connexions avec des tapes ou des cartes dédiées. Je vais donner un exemple. Des clients qui utilisent encore fax peuvent utiliser plus de cartes PCI. Les gens qui ont des cartes dédiées de communication pour faire une réplication au niveau via l'Internet, disons, là, via Ethernet, vers un autre serveur. Alors, ce qui va peut-être se passer, c'est que si jamais les clients installent des 16 disques NVMe, bien, sur ce petit serveur-là, on va se retrouver seulement avec 3 fentes PCI qui vont rester. Donc, ça en laisse 2 pour de la redondance au niveau de l'Internet, une peut-être pour le tape backup, mais c'est pas mal tout. Par contre, on peut quand même... C'est pas un gros impact parce que pour les clients qui ont beaucoup de fax cards, on a vu plusieurs clients comme ça, il y a des solutions virtuelles, si tu veux, qu'on peut débarquer des fax cards. Oui, non, je sais, mais c'est juste quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. Ouais. Que peut-être avant, les clients, toutes les cartes rentraient bien à l'intérieur. Maintenant, on va être obligé peut-être plus rapidement d'aller à un tiroir d'expansion. Alors, sur ces modèles-là, on peut quand même mettre un tiroir d'expansion, un demi-tiroir d'expansion. Mais, tu sais, ça prend un petit peu plus de place. Là. Donc, il y a quand même une solution. C'est juste que elle va vers. J'ai vu très peu de clients. Je pense que ça va avoir un gros impact à cause de ce changement parce que la plupart des clients maintenant sont tous external desk. Il y en a beaucoup qui ont débarqué des fax cards. Donc. Ouais. Non, je suis d'accord, mais c'est quelque chose que, tu sais, des fois, quelqu'un a une surprise à un moment donné. C'est bon, merci. C'est bon? Maintenant, si on regarde les modèles scale-out, les modèles 1022, on a 2 types de systèmes 1022, soit les un petit peu plus petits, donc c'est quand même des systèmes à 2 sockets,
mais les petits modèles 1022S qui sont en fait des single chip modules, donc qui permettent d'avoir soit des 4, 8 ou des 16 cœurs. Le fait de pouvoir mettre des single chip modules permet d'être capable d'augmenter sensiblement le gigahertz. Donc, vous allez voir que ces petits serveurs-là vont avoir quand même des bons chiffres au niveau des CPW et des RPerf. Les modèles 1022 réguliers maintenant, vous pouvez voir qu'on passe d'avant un maximum de 22 cœurs, que maintenant on peut aller jusqu'à 40 cœurs. Donc, on a des choix de processeurs de 12, de 16 et de 20. Donc, on peut en installer un, on peut en installer deux, d'aller jusqu'à de 24, 32 ou 40 cœurs. L'autre chose qu'on peut remarquer, naturellement, c'est vraiment l'augmentation significative entre les Power 9 de la bande pensante entre la mémoire et les systèmes. Donc, on passe de 340 gigabytes à 818 sur les nouveaux serveurs. Donc, c'est vraiment ce qui aide beaucoup un peu dans l'augmentation des performances. Pour ce qui est des cartes PCI, on a Richard Marcel qui veut poser une question. Est-ce qu'il la met dans le chat ou… Bonjour Richard, votre micro est ouvert si jamais vous voulez poser la question de vive voix. Sinon, il y a le chat accessible via le bas de votre écran. Bon. Richard, si tu veux jaser, tu es on mute. Mets-toi on mute, non? Okay. Ou tu es sur mute. Ça va bien, OK, merci. Bon, hein, c'était ça. En fait, tu es correct? Oui, je suis correct. Là. Okay. Le nombre de cœurs par partition, on est encore limité à 4 ou ça va avec le modèle? Non, sur les 1022, premièrement, le IBMI sur les 1022S n'est pas supporté, c'est seulement sur les 1022 réguliers. Là. Et puis encore, ce n'est pas le nombre de cartes qui est limité, c'est le nombre de cœurs. Donc, chaque helper que tu as sur un modèle 1022 est limité à 4 cœurs. Et la raison principale qu'on fait ça, c'est pour être capable de garder le software tier à un prix raisonnable, de le garder à un P10. OK. Fait que ça, oui, pour ce qui est de AIX, il n'y a aucune limitation, mais pour ce qui est d'IBMI, la limite, c'est 4 cœurs. Mais pour les cartes, tu dois utiliser, naturellement, sur ces systèmes-là, tu dois utiliser VIOS. Donc, toutes tes cartes doivent passer par VIOS. Tu peux dédier une carte à une partition, mais elle doit être assignée via le VIO. Tu comprends? Mais je pense que la question de Richard, Luc, c'était vraiment au niveau est-ce qu'il est limité à les 4 cores tout le temps? Exactement. Oui. Puis pour les 4 cores, c'est vraiment pour… Tu peux avoir accès à toutes les cores, mais si tu veux rester avec un P10 au niveau du groupe pour les logiciels, pour les prix, il faut toujours rester à 4. Mais la bonne nouvelle, la 4 cores, c'est beaucoup plus puissante que les 4 cores que tu avais avant. Oui. Donc par rapport à un P9, tu vas quasiment chercher un 6 core là, avec le P10. Là. Donc, si tu roulais sur du 6 core, sur un 922 actuel ou un 924 actuel ou un 914, tu vas être capable de rouler sur un 922 puis d'avoir 4 cores. Puis tu peux faire plusieurs helpers, dont on s'entend, ton système va avoir… Oui, mais là, ça complique quand même certaines choses à l'interne. Mais Tamara, par rapport à ce que tu avais fourni, c'est-à-dire le CPW a comme doublé par rapport, nous, au P8, au P10. Oui, du P8 à P10, c'est doublé. Puis maintenant, j'ai les vrais chiffres. Puis genre, je peux refaire parce que c'était encore meilleur. Donc, je peux refaire l'Excel pour toi avec les nouveaux chiffres. C'est bon, merci. J'ai des chartes sur les CPW, plus tard, tu vas voir, ça va te donner un petit peu une idée là, pour comparer les choses. OK. Excuse-moi, je vais continuer. La disponibilité des P10, est-ce que c'est comme on va au magasin pour en acheter un ou il faut attendre un certain temps? Là? Ils ne sont pas disponibles chez Best Buy encore. OK. Peut-être plus tard, on ne sait jamais. Peut-être chez Amazon. Peut-être.
Ah, tu peux peut-être en avoir des usagers chez Amazon. Non, on n'a pas vraiment de problème. On est chanceux. Bon, on contrôle pas mal de choses sur nos serveurs. Puis on a été capable vraiment, dans tout ce qui est notre supply chain, d'avoir des très bonnes disponibilités au niveau des serveurs. Okay. Je te dirais, je n'ai pas une note dans les 2 dernières semaines. Au mois de juin, j'en recevais à peu près toutes les 2 semaines sur les questions de supply et tout ça. On a eu quelques issues au printemps avec quelques disques NVMe, mais on était capable de remplacer par des disques un peu plus gros au même prix. On n'a eu aucun délai, point de vue shipment de serveurs à date. Je peux dire que tout va bien. Donc, on a tout le temps été capable de remplacer des composantes qui nous arrivaient, qui étaient plus difficiles à trouver. Les seules choses qu'on a eues un petit peu, c'est au niveau des HMC. Tout le monde voulait beaucoup d'HMC. Donc, ça, on a eu un petit peu de retard à ça et on a suggéré à plusieurs personnes, surtout ceux qui commandaient 2 HMC, disons, de commander une vraie HMC puis de prendre une HMC virtuelle comme deuxième HMC pour laisser un peu de disponibilité pour les autres. Mais je n'ai pas entendu personne à date qui a. OK. Et la date de availability, c'est quoi, Luc? Les PDIS sont disponibles la semaine prochaine. Donc, à partir du 27. Donc, s'ils commandent la semaine prochaine, en principe, on parle tu peux commander tout de suite. OK. Puis s'ils commandent tout de suite, en principe, ils peuvent l'avoir dans... Ça sort de l'usine le 27. On commence la chaîne de montage le 27. Donc, prend une journée pour le construire, peut-être. Dépendant s'il va y avoir une grosse liste d'attente pour les serveurs. Mais Thierry, moi, je ne m'attends pas à de gros problèmes. Là, ça, c'est bonne nouvelle. Ça va être dans les prochaines. Habituellement, on dit tout le temps que des serveurs, on les commande et en dedans de 3-4 semaines, on les a. OK. On est toujours dans les mêmes chiffres. Oui. Moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est que les third party, étant donné qu'on va rester dans la famille des P10, c'est-à-dire dans la même famille des 4K, ils vont sûrement se trouver une façon de venir nous rechercher parce que je ne sais pas, est-ce que vous avez entendu parler des choses ou ils sont embêtés ou quoi? Parce que je ne sais pas, là, mais j'ai de la misère à croire qu'ils vont se laisser avoir comme ça. Doubler ton performance avec les mêmes cores, c'est ça? Oui. Ouais. Oh. J'ai rien entendu par rapport à ça encore. Okay. Mais honnêtement, chaque ISV est différent de la façon qu'ils Donc, comment vite font leur pricing. Se réveille? Il y en a qui se basent sur les processor features. Ouais. Il y en a qui se basent sur le nombre de cars. Dans un shared processor pool, il y en a qui sont sur le car installé. Donc, ça, c'est vraiment, on ne peut pas les contrôler. J'ai pas eu habituellement, le gros à qui on parle, c'est Oracle, là, que tout le monde est inquiété pour le core factor. Je n'ai pas entendu parler qu'il était pour changer son core factor encore. Okay, puis les entreprises, les 1080 sont sortis depuis décembre. OK. Aucune nouvelle encore à ce niveau-là. C'est bon, ça répond à ma question. C'est bon? Merci. Bienvenue. Une petite chose à faire attention avec les nouveaux 1022, c'est leur profondeur. Alors, les nouveaux 1022 et L1022, naturellement, sont à peu près 4 pouces de plus profonds que les systèmes actuels. Donc, si vous avez des racks standards qui n'ont pas le rack extension, il est possible que vous ayez de la difficulté à bien fermer la porte. Donc, soit commander un rack extension, ou l'autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est pas installer le cable management arm qui se retrouve en arrière. Ou l'autre option, actuellement, c'est de ne pas avoir de porte à la fin. Là. Mais c'est une petite chose qu'il faut peut-être penser des fois qu'on ne pense pas si on a déjà un 1022 puis qu'on a un nouveau serveur puis qu'on se rend compte que la porte ne ferme pas. C'est jamais bien le fun. Voici maintenant, si on regarde les serveurs un petit peu plus gros, les 1024. Donc, des processeurs de 12, de 16 ou de 24 cores. Donc, si vous en mettez 2, on se retrouve avec des systèmes de 24, de 32 ou de 48 cores pour quand même des petites boîtes. C'est le double de cœur qu'on avait sur les systèmes précédents. Même chose avec la bande passante, beaucoup plus performant. Les cartes aussi, c'est un petit peu les mêmes choses. On a plus de cartes naturellement sur ces systèmes-là.
si on se trouve, naturellement, si vous installez seulement un processeur sur les serveurs, donc que vous commencez avec un 12 cœurs, puis vous dites plus tard, je vais installer un deuxième processeur, il faut juste faire attention que seulement la moitié des cartes sont disponibles. Donc, chaque processeur contrôle son lot de cartes PCI. Donc, la moitié vont au premier processeur, l'autre moitié va au deuxième. Donc, ici, on peut avoir jusqu'à 10 cartes de PCI, mais si on a seulement un cœur, alors on a juste la moitié des fentes de disponibles. Okay? Active Memory Mirroring est actif sur ces serveurs-là, comme sur les 1022 tantôt, là, et naturellement la mémoire d'encryption. Okay? Okay. Si on regarde les Power 1050, eux aussi, on a doublé le nombre de cœurs qu'on peut mettre sur ce système-là. Sur un 950, on pouvait aller jusqu'à 48 cœurs. Maintenant, ces serveurs-là vont avoir 96 cœurs et jusqu'à 16 TB de mémoire. Donc, c'est des serveurs qui sont quand même très bien positionnés pour faire surtout du SAP HANA. C'est un bon sweet spot pour ces environnements-là. Grâce à Gen 5. L'an passant, les systèmes Power 10 sont les premiers serveurs disponibles sur le marché avec les PCI Gen 5. En fait, les cartes PCI Gen 5 permettent de doubler la bande passante comparativement à des Gen 4. Okay. Alors, un petit peu plus en détail ici sur le 1050. Sur les processeurs qui sont disponibles. Naturellement, quand on commence avec une famille de processeurs, on est obligé de continuer. Là, à chaque fois qu'on ajoute des processeurs sur ce serveur-là, on doit rester avec le même type de serveur. On a réduit un peu le nombre de disponibilités des processeurs. Avant, on avait le 8, le 10, le 11, le 12. Maintenant, on se tient seulement au 12, 18 et 24 cœurs. Même chose au niveau de toutes les autres fonctionnalités, point de vue de la bande passante. Et des cartes, là, tout ça augure bien. Un petit peu plus de place pour les NVMe. Donc c'est ça. Maintenant, notre plus gros système, le système 1080, qui est naturellement un suivi du 980. Même type de modèle, c'est-à-dire qu'on ajoute un tiroir dépendant de combien de cœurs qu'on veut avoir. C'est très scalable. On peut rajouter, on commence avec un petit tiroir, un petit cake. Donc, on rajoute un deuxième, un troisième, un quatrième selon vos capacités. Ces systèmes-là peuvent aller jusqu'à 240 cœurs quand même de Power 10, ce qui en fait des systèmes très performants et jusqu'à 64 TB de mémoire. C'est vraiment des systèmes qui permettent de travailler avec des gros workloads. Là. Vraiment aucune limite de point de vue. La performance, le nombre d'expansion warriors, j'ai personne que je connais qui a été au bout de l'utilisation du nombre de cartes et puis tout ça. Donc, vraiment de la disponibilité. Nous autres, RDU, on a déjà vendu ces machines-là en décembre à la gouvernement fédéral qui roule SAP. Okay. SAP HANA ou juste SAP standard? C'est SAP, une longue histoire, là, mais okay. Ils ont les Moi, deux. Je veux pas aller dans les détails. C'est correct. All right. Ils ont les deux. Alors, les serveurs Power 10, naturellement, ils ont des features de disponibilité un petit peu plus élevés que les systèmes scale-out, mais honnêtement, la différence avec les Power 10, c'est vraiment aménuisé. L'espace est réduit. Beaucoup des fonctions qu'on avait sur ces serveurs-là ont été disponibles maintenant sur les scale-out. Un des avantages qu'on a naturellement, c'est d'être capable d'enlever un cake complètement de l'environnement si on a un failure à ce niveau-là, et puis de continuer à rouler, faire ça de façon concurrente. Alors, c'est des choses qui sont disponibles avec ces serveurs-là, que naturellement, lorsqu'on vient à changer un processeur dans les scale-out, on n'a pas le choix de fermer le système. Donc, des bonnes fonctionnalités de ce côté-là. Voici un peu le détail. Là. Je vais passer parce que je vois qu'on est déjà rendu à 11h40, là, puis je veux continuer avec les autres charts. Alors maintenant, si on regarde point de vue le support et la performance, alors voici un peu la liste des prérequis dépendant du système d'exploitation que vous voulez rouler, que ce soit AIX, donc on regarde, ça prend 7.3 pour être capable de rouler
en Power 10 mode. Si vous avez 7.2 ou 7.1, vous allez rouler en mode soit P9 ou P6, P8, excusez-moi. Et puis, côté IBMI, ben, oubliez 7.1 et 7.2, ça ne sera pas supporté sur ces nouveaux systèmes-là. Ça prend au minimum 7.3 TR11 et 7.4 TR5 ou le nouveau IBMI 7.5 qui est sorti au printemps, qui lui n'a pas besoin de technologie refresh. On a aussi naturellement des versions de Linux, Red Hat, SUSE, qui sont courantes, et OpenShift 4.10 ou 4.11 qui devient de plus en plus populaire. Okay. Point de vue des HMC, le PowerDisk ne supporte pas les HMC qui est en mode x86, donc les anciennes CR7 et ça. Donc, ça prend absolument que ce sont des HMC qui sont Power-based, les CR1, les CR2. Ça prend le code récent, donc la version 10 du HMC. Et l'autre option, naturellement, est aussi la Virtual HMC, qui, elle, est disponible sous x86 ou sur PowerVM, c'est votre choix. La plupart des clients que je connais qui roulent la vie HMC se font une petite VM dans VMware et roulent avec ça. On a encore des problèmes de disponibilité pour les HMC. Tu disais que tu avais ça avant. Est-ce que c'est encore le cas? Là, j'en ai pas entendu parler depuis le début juillet. Alors, c'est sûr qu'on a été dans un rush de commande à la fin juin, mais là, je n'ai pas entendu parler en ce moment. Donc, je pense que le moment, quand vient le temps de faire des commandes, c'est des choses qu'on va voir et qu'on réagit à ce moment-là. Okay? C'était d'ailleurs dans le chat le commentaire de Patrick, commentaire peut-être question, qui mentionnait que plusieurs attendent depuis longtemps le P10 puis qu'il risque d'y avoir des délais de quelques semaines, mois au début. Donc, en ce moment, je ne me suis pas fait dire commandez vos systèmes maintenant parce que vous ne les aurez pas. Alors, c'est difficile pour moi de répondre à cette question-là s'il va y avoir une très forte demande au début puis des délais. J'aimerais ça bien dire oui, placez vos commandes maintenant. mais il doit en avoir un pent-up demand parce qu'on a plein de clients qui attendaient un bout de temps. Non, c'est ça, mais je n'ai pas vu, en fait, en ce moment, je vois des commandes qui rentrent un peu là, ou qui se préparent à rentrer. Alors, est-ce qu'il va y avoir un délai? Est-ce que ça va être 4 ou 5 semaines au lieu de 3? Peut-être, mais je n'ai eu aucun warning à l'interne à ce niveau-là. OK, c'est bon. Okay? Les HMC qui sont actuels peuvent supporter les Power 10, les Power 9 et les Power 8 quand même. Donc, on peut quand même retourner assez loin en arrière. Si vous avez un Power 7, ces HMC-là, naturellement, ne fonctionnent pas. La version 10 d'HMC ne fonctionnera pas. Donc, il va falloir les mettre dans un environnement isolé. Okay? Les nouveaux modèles Scale-Out, on transitionne. Avant, on avait des Flex Service Processors, donc notre propre Service Processor. Maintenant, on va plus vers les BMC, qui sont un peu plus le standard de l'industrie. On va pouvoir naturellement avoir peut-être un peu plus de disponibles au niveau des API qui sont plus industrie. Donc, au lieu d'avoir nos propres petites choses de notre côté, on va pouvoir se fier un peu sur l'open source pour peut-être accéder à des nouvelles fonctionnalités. En fait, l'interface, la fonctionnalité qu'on a à l'intérieur du système ne changera pas. Ça va être la même fonctionnalité. L'HMC se communique de façon un petit peu différente au niveau des adresses IP, là. Mais ça devrait être, une fois que la connexion est faite, tout ça, vous allez très bien vous reconnaître au niveau de l'HMC. Juste au niveau de l'ASMI que l'interface va changer un petit peu, mais vous allez quand même vous retrouver. Si on regarde au niveau des software tiers, qui est toujours très important pour nos clients qui sont en IBMI, alors on a encore le 4 Core qui est disponible à P05 avec une limite de 64 GB de mémoire. La plupart des autres systèmes, c'est du P10. On en a parlé un peu tantôt sur les 1022. On a aussi les P10, mais le maximum de 4 cores seulement par helper. Puis un petit fait à noter, bien, si on veut avoir plus que 24 cœurs dans un 924, vous allez devoir avoir un P30 comme processor group. Donc, bien que les serveurs aient beaucoup plus de cœurs, ils n'ont pas laissé le software P-Group à 20. J'aurais bien aimé ça. Ça aurait donné vraiment une
grande possibilité à ce niveau-là. Alors, mais vu qu'il y avait beaucoup de cœurs, ils ont bougé à P30. Cette option-là va aider un peu à répondre. Depuis plusieurs années, les gens nous demandaient tout le temps pourquoi vous ne supportez pas IBMI sur les 950 ou les 1050. Bien, avec maintenant, avec avoir 48 cœurs sur un modèle 1024, on n'a plus besoin trop d'avoir de disponibilité de IBMI sur les 950. Donc, Luc, les clients qui ont, comme Richard a demandé avant, qui sont limités à 4 corps pour IBMI par partition, right? Oui. Pour rester dans le P10, mais il peut toujours utiliser les corps pour faire du Linux ou d'autres choses. Oui, définitivement. Aucune restriction de ce niveau-là. C'est ça. Puis il peut tout utiliser les corps, c'est juste qu'un partition peut être pas plus grand que 4 corps, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Alors, voici un petit peu une idée des CPW, de chacun des modèles. Bon, je ne vais pas passer par rapport à chacun des modèles de visite, mais juste montrer comme ça vous l'aurez en référence. Mais je voulais quand même vous montrer un peu qu'est-ce que ça semble au niveau de chaque core. Parce que c'est ça qui est important. Hein, le licensing des licences, c'est bien beau que les CPW sont très élevés. Des fois, c'est un peu parce qu'on a plus de cœurs dans la machine. Mais si je regarde des exemples ici entre le CPW per core, qu'on peut avoir de gains entre de P9 à P8. Et là, j'ai comparé quelques modèles qui sont populaires, là, des 4 cores avec des 4 cores, 102 %. Donc, quelqu'un qui roule sur un 4 core 914 en ce moment peut littéralement baisser son nombre de cœurs en 2, point de vue IBMI. Naturellement, dans les machines où on a plus de cœurs, on doit garder le gigahertz un petit peu plus lent, donc le gain est peut-être moins performant, mais on a quand même, si on regarde là, un des modèles qui est très populaire, le 24 core, entre un P9 et un P10, on parle quand même de 57 % d'amélioration. Et puis, pour ceux qui viennent de P8, bien, c'est tout au-dessus de 100 %. Là. Donc, vous pouvez vraiment plus que baisser votre nombre de cœurs en 2. Okay? Ça, naturellement, qu'est-ce que ça fait? Bien, tous ceux qui utilisent des licences comme Oracle, WebSphere et même des bases de données open source, comme Enterprise DB et tout ça, vous donne tous des gains de performance sans avoir à augmenter votre nombre de cœurs de licence, Oracle, IBMI ou quoi que ce soit. Donc, des bons gains de performance. Ça, c'est vraiment le drive pour le client que j'ai travaillé avec. Le drive ou l'intérêt de Power10, c'est pour justement rester avec les mêmes nombres de corps, mais avoir une grosse croissance quand même. Ouais. Ça peut vraiment éviter d'avoir à acheter des nouvelles licences là, quand il y a de la croissance. C'est ça, la côté cher. Même chose au niveau des RPerf. Ici, on a les chiffres. Je vais juste vous les montrer. Vous les aurez dans le pre-out et vous pourrez les comparer chez vous. Même chose avec les RPerf des 1050 ici. Et puis, juste montrer quand même comment on se compare avec OpenShift et les containers, parce qu'on sait que les containers sont très populaires dans le monde x86. Là, mais si vous roulez OpenShift sur un système, sur quand même un petit système P10, on se ramasse quand même à beaucoup plus de performance au cœur et un meilleur price performance, 3,5 fois le per core, 3,3 de better price performance. Quand on parle de query per hour, là, on est capable d'en faire beaucoup plus avec moins. Donc, Power est un très bon environnement pour rouler vos containers. Okay. J'aime bien aussi, pas que vous oubliez que nos systèmes viennent déjà avec l'hypervisor. Donc, quand vous comparez nos serveurs, le coût de nos serveurs par rapport à ce que vous voyez dans le monde Intel, n'oubliez pas d'ajouter ce que VMware vous charge pour votre hypervisor et la performance que cela coûte aussi d'utiliser VMware. Tous nos benchmarks de performance sont faits avec la virtualisation et naturellement inclut le software en tant que tel. Maintenant, si on regarde la consommation flexible, alors maintenant, nous avons capacité upgrade on demand sur les scale-out. Donc, à partir des 2 sockets, donc pas sur les single sockets, vous pouvez seulement activer la moitié des cœurs sur vos serveurs et l'autre devient on demand. Donc, on n'a pas le on-off on demand comme on a dans les systèmes d'entreprise, mais au moins, si vous voulez, comme tantôt on parlait des problèmes qu'on avait avec les fentes PCI, si on avait juste un processeur, vous pouvez quand même installer le deuxième processeur pour avoir accès aux fentes PCI de plus sans activer de cœur. Donc, ça vous permet quand même de sauver des coûts à ce niveau-là, juste d'activer la moitié des cœurs. Et selon vos besoins par après,
Si vous avez besoin d'ajouter un cœur, ben de payer pour activer un nouveau cœur. Fonctionnalité qu'on avait avant sur seulement les systèmes d'entreprise. Mais c'est toujours un peu plus comment tu dis ça? C'est pas si facile juste à avoir plus de capacité pour les third parties qui va contrôler les nombres de corps aussi. Non, définitivement. Ça, c'est si tu veux ajouter un cœur à la demande, avant, tu dois contacter tes third parties pour leur dire, écoute, je vais activer un cœur. Est-ce que je dois augmenter mon share processor pool ou le nombre de cœurs actifs sur la machine? Okay? Mais c'est bon pour faire des tests ou d'avoir des temp licenses peut-être là, pour 30 jours ou pour faire des tests ou dans l'environnement. Ça, c'est parfait, right? Oui, c'est ça. Okay. L'autre chose qu'on a aussi de disponible dans les scale-out, c'est les enterprise pools. Donc, on peut décider d'activer seulement. En fait, les enterprise pools permettent d'utiliser à la minute les processeurs au lieu de payer pour des licences permanentes. Donc, souvent, les gens se rendent compte que la moyenne d'utilisation est peut-être à 40-50 % mais qu'ils doivent payer pour des licences complètes d'IBMI ou de AIX. Alors, avec les enterprise pools, qu'est-ce qu'on fait? C'est on permet d'acheter seulement une base. Puis on fait une analyse un peu avec Lab Services pour savoir c'est où, à quel moment il est plus avantageux de payer des cœurs permanents ou de payer des cœurs à la minute. Alors, avec cette analyse-là, on est capable de vraiment faire un bon TCO et d'arriver à un point de dire, bien écoute, toi, tu avais peut-être 20 licences IBMI, bien peut-être que tu es mieux d'en acheter 10 de façon en utilisation 100 % et les 10 autres, comme tu les utilises vraiment pas souvent, de les payer à la minute. Donc, on est capable de faire ça avec les enterprise pools. Donc, on débarre un peu le système au complet. Tous les cœurs sont disponibles à l'utilisation. Vous en payez upfront une capacité X et vous pouvez utiliser le reste et le payer à la minute. Okay? Cette fonctionnalité-là permet aussi de partager ces ressources-là à travers plusieurs systèmes. Donc, si vous avez plusieurs systèmes scale-out, on peut partager l'utilisation ou votre capacité de base que vous achetez. On peut la partager à travers tous les systèmes pour faire comme si vous aviez un seul gros système avec tous ces cœurs-là. Donc, c'est quelque chose qui est très dynamique, qui est populaire aussi, surtout pour les gens qui veulent aller dans le cloud, d'être capable de partager toutes ces ressources-là et de les partager. Ça fait vraiment une bonne alternative au cloud. Okay. Oups, là, je peux aller trop vite. Alors, voici, le System Power, il vous donne la flexibilité vraiment de déployer vos environnements où vous voulez, que ce soit de façon traditionnelle sur votre environnement actuel, activer tous les cœurs, que ce soit d'avoir votre propre private cloud localement qui vous permet d'avoir une consommation à la minute, pareil comme si vous étiez dans un cloud externe, ou tout simplement d'aller dans le cloud d'IBM ou le cloud de R2I, permet d'avoir des environnements très flexibles pour des clouds hybrides. Donc, vraiment de choisir le meilleur endroit pour rouler vos applications, que ce soit votre dev ou votre DR ou vos applications principales. La dernière chose que je voulais regarder, nous changeons un peu de la façon que la maintenance est faite. Je vous dirais, c'est peut-être pas quelque chose que vous voyez souvent. Peut-être si vous avez des équipements de storage IBM, vous avez plus entendu parler des Power Expert Care. Alors, on s'aligne sur cette même façon de travailler là que l'équipe de storage, qui simplifie un peu. Je dirais que ça va être plus pour le rep d'IBM, qui va être de simplifier la façon de commander des systèmes où maintenant, on va pouvoir, avec les systèmes, commander un upgrade de mémoire par rapport à votre garantie actuelle, qui est juste du 9 à 5, et d'être capable de donner du support 7/24, ou le Premium Support, qui était avant ce qu'on appelait le Proactive Support sur nos serveurs de haut de gamme. Donc, d'avoir une personne qui est dédiée à vous aider à votre support. Qu'est-ce qui a changé pour le Power 10 versus le Power 9? C'est juste sur la façon, surtout de le commander. OK? Puis les gens vont probablement entendre parler de Power Expert Care. Là. Mais en fait, c'est plutôt les noms qui ont changé, si tu veux. C'est ça. C'est plutôt les noms, une facilité de commande. Avant, quand on faisait des commandes pour les systèmes, je ne sais pas,
Les clients peut-être vont s'en rappeler. C'est lorsqu'on commandait, un client voulait avoir plus que 3 ans de support. C'était toujours très difficile d'avoir une cote pour les 2 années d'extra. Il fallait contacter des gens de TSS, ça fait des extensions et tout ça. Alors, on a tout simplifié ce processus-là. Et rendre ça un standard, faire un standard par rapport à nos autres environnements. Okay? Puis, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire. Je suis arrivé 5 minutes à l'intérieur de mon temps, ce qui est rare. Habituellement, je dépasse tout le temps. Alors, je suis prêt pour si Jacques a des questions, si toi, tu as d'autres choses à faire. Donc, je vais commencer. Je vais voler l'écran. En attendant qu'on change de présentation, Tamara, on a Benoît Larose qui a écrit dans le chat « Simplification du processus, aucun document à signer ». OK. Tant mieux. Oui. Ah, OK. On voit que lui en faisait signer des documents. Oui. Ouais. Parfait. Est-ce que tu vois mon écran? Oui. OK, c'est beau. Et pour Éric, oui, on va envoyer les présentations après. Là. Comme toujours, quand on fait des présentations comme ça, on les modifie. Mais encore ce matin, j'ai ajouté une slide. Alors, j'aime pas ça les envoyer d'avance. Alors, je vais envoyer, quand on va finir la présentation, je vais l'envoyer à Kim qui pourra l'envoyer à tout le monde. Puis juste un slide vite pour dire, pour les clients qui n'ont pas déjà travaillé avec nous autres, pour savoir qu'on a vraiment un processus éprouvé, ça fait partie de notre ISO Certifications, toute la base de qu'est-ce qu'on fait. Donc, on a vraiment, maintenant, on a une prise en charge des projets à la fin avec vraiment un project manager qui prend soin du client, puis jusqu'à la fin, tu as toujours la représentante qui était dans le projet. Donc, les autres, qui est assez standard, qu'on fait le raconte initial, analyse des besoins, puis après ça, comme je dis, maintenant, on a un project office vraiment qui prend soin, puis qui continue, puis s'assurer que le client est satisfait jusqu'à la fin. Donc, ça, c'est vraiment notre processus éprouvé. Puis, pour ceux qui n'ont encore qui n'ont pas travaillé avec nous autres encore, on a vraiment un accès à un bassin professionnel assez large puis, et assez profond aussi. Vraiment une gros équipe certifiée, puis on cherche toujours du monde pour avoir la croissance, mais on est presque 50 personnes, puis on cherche vraiment un assez gros groupe encore d'ajouter des administrateurs pour aider nos clients. Donc, pour les prochaines étapes, on a comme 2 services que tu peux utiliser où tu peux. Donc, ça, c'est un exemple vraiment d'une l'évaluation gratuite pour vous amener vers le P10. Donc, ça, c'est personnalisé par client. Je vais regarder les cores, le mémoire et le stockage. Qu'est-ce que tu utilises actuellement? Qu'est-ce qu'on pense que tu devras avoir? Donc, si un client aujourd'hui utilise, par exemple, 4 cores, mais je vois qu'ils ont seulement besoin de 2, on va utiliser le max core de qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin. Après ça, on ajoute la croissance. Puis, on fait le CPW. Donc, c'est vraiment un Excel qui est personnalisé pour chaque client. Puis, ça, c'est un service qu'on peut vous offrir gratuitement. Donc, c'est comme une bonne journée du travail. On travaille étroitement avec vous autres pour prendre votre workload, pour ajouter tous les serveurs que tu as sur le workload. Aussi, regarder les HA pour faire du what if. Si vous êtes intéressé, tu peux demander nous autres pour faire ça plus détaillé. On a aussi une évaluation gratuite pour la performance. Ça, c'est le côté IBMI. Donc, si vous avez un problème de performance, on peut vous offrir un service, faire une application chez nous pour l'avoir. Puis, c'est 4 heures d'une analyse de performance. Puis, on travaille étroitement avec vous autres. Tu avez besoin des outils, mais si vous avez aucun outil, on peut commencer à travailler avec les commandes comme Work Disk Status, Work System Status, Work Active. Mais je préfère avoir le Performance Data Investigator, Performance Tools. PDI aussi, c'est un outil que tout le monde a. Si vous avez du IBMI et tu n'as jamais regardé PDI,
appelle-moi ou contacte-moi parce que c'est vraiment un bon outil, puis tout le monde a accès à ça. Tu as tous les graphiques pour les performances de vos systèmes, vraiment en détail. Donc, ça, c'est les prochaines étapes. Si vous voulez aller vers le Power 10, moi, je conseille qu'on fait le travail pour faire vraiment regarder vos systèmes. Où est-ce que tu es? C'est quoi tes planifications aussi de croissance pour les prochaines 3 ans? Puis faire le travail sur le core, mémoire, puis les disques. Puis, si vous avez des questions, voici l'information que tu peux nous contacter. Ça, c'est spécifiquement pour moi, mais si tu veux envoyer quelque chose, toujours à info@r2i.ca pour si vous avez des questions. Oui, justement, Tamara, on a une question de Jean-Michel Simard qui demande le monde Power 9 sous Power 10 pour installer AIX 7.2. J'imagine que c'est un setting dans le service processor. Non, c'est un setting qui est dans la définition du LPAR. Donc, quand tu crées ton LPAR, tu peux lui dire que tu veux, la valeur par défaut, quand tu crées le LPAR sur P10, ça va être en valeur P10. Mais tu as une option pour soit le mettre en mode P9, en mode P8 ou en mode P7. Et on fait ça au niveau du LPAR pour être capable de permettre aux clients, disons, que leur système de backup est un système de la famille précédente. Donc, quelqu'un qui achète un P10 et puis qui garde son ancien P9 comme système de backup. Bien, des fois, s'il va être capable de faire un live partition mobilité entre son P10 et ce P9, il doit rouler le P10 en mode Power 9 parce que si son LPAR est en mode Power 10, il va essayer de le bouger live sur l'ancienne génération de serveurs. Ça ne fonctionnera pas parce qu'il va utiliser des fonctionnalités qui n'existent pas sur le P9. Donc, on met ce setting-là au niveau du LPAR afin de permettre de le déplacer d'un système à l'autre. OK? C'est bon? Hein? Je ne vois pas d'autres questions. Ah, oui. Il poursuit. Mais si AX est installé en mode direct sans HMC? Oui. Tous les serveurs Power sont virtualisés. Donc, même si c'est en mode direct, tu vas avoir un seul LPAR. Et puis, donc, il va rouler en mode. En fait, non, j'essaie de. Je pense en même temps que tu me le dis, là. Je suis pas mal sûr que tu vas pouvoir le mettre. Regarde, je vais te revenir pour être sûr de bien répondre. Je ne voudrais pas t'induire en erreur. Mais tu veux dire, là, donc, si tu utilises AIX directement sans aucune HMC, je pense qu'il faut être obligé d'utiliser une HMC. Ça dépend du serveur que tu as. Regarde, laisse-moi. Je veux juste pas t'induire en erreur. Là. Je vais te contacter puis je vais regarder ça plus en détail. OK, Jean-Michel? Ou sais-tu quoi, Jean-Michel? Envoie-moi peut-être un courriel à mon adresse. Tu as eu mon courriel, luc@ca.ibm.com. Puis je vais m'assurer de bien te guider par rapport à ça. Okay? Et aussi ajouté, c'est probablement avec ASMI. OK. Ouais, on va voir. Okay, je vais avoir la vraie réponse. Je vais envoyer ton adresse courriel à Jean-Michel dans le chat. OK. Ou envoie-moi aussi son courriel, son adresse courriel. Là. Puis je pourrais, s'il ne me rejoint pas, je vais lui revenir. Donc, vraiment, s'il y avait des autres questions, lève ton main ou ajoute dans le chat. Donc, merci finalement, Luc, pour la bonne présentation. C'est clair qu'on attendait un bout de temps pour le Power 10. On est très content d'être ici avec Memory Encryption puis les améliorations de performance. C'est vraiment très fun de l'avoir à sortir. Puis, ça peut sauver des clients d'argent aussi pour avoir la capacité de faire une grosse passance sans changer le nombre de corps puis avoir plus de sécurité en plus. Là. Donc, ouais, avant, c'était toujours comme aux alentours de 30 là, puis là, tu peux voir que cette génération-ci est vraiment beaucoup plus haute. Donc, c'est fun d'entendre ces messages-là, puis tout que tu continues. Puis il y a aussi la mémoire. Maintenant, c'est revenu à la mémoire IBM qui va ajouter la résilience. La résilience sur les serveurs. Donc, ça, c'est vraiment tout du bon nouvelle partout.
Alors, c'est ça. Alors, je vous remercie tout le monde d'avoir participé. Merci tout le monde. On a perdu. Puis, s'ils sont intéressés d'avoir la présentation, Kim, c'est comment est-ce qu'ils vont demander les clients pour avoir une copie? On va vous envoyer un courriel de suivi avec la présentation. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Luc. Merci, Kim. Merci à tout le monde. Bye. Bonne Bye. journée. Au revoir.